Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille? Alors cette semaine s'est ouvert la foire parisienne Parcours des Mondes. Alors pour y accéder, il suffit de se balader dans les rues du 6e arrondissement de Paris, rentrer dans ces galeries, une quarantaine de galeries qui font cette programmation spécifique pour l'événement. Cette année particulièrement, on retrouve des marchands et collectionneurs américains qui avaient été absents pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire. On retrouve donc Pace African and Ocean Art et Michael Hampson Ocean Art. Les Américains le disent eux-mêmes, Parcours des Mondes est considéré comme la plus importante exposition internationale d'art extra-européen, asiatique et archéologique au monde. Et effectivement, cette foire, plus le musée du Quai Branly, plus aussi des vacations comme celle qui a eu lieu de la collection Michel Périnet, inscrivent vraiment la capitale comme un lieu important de rencontre du secteur. Alors, Parcours des Mondes, c'est des œuvres de toute origine, mais l'origine la plus présente, c'est celle des pays africains. Et puis, on y en aura aussi les galeries Bernard Dulon, Gradiva et Enrico Navarra qui présenteront une exposition qui s'appelle Résonance, Jean-Michel Basquiat et l'univers Congo, pour un regard croisé avec l'art plus contemporain. Alors là, on parle d'un marché assez spécifique. Sybille, est-ce qu'on sait combien représente ce marché? Oui, il y a eu le rapport Artcade qui a été publié en juin dernier, qui dresse un bilan des 10 dernières années. En 10 ans, les ventes d'art tribal ont atteint 800 millions d'euros. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ce chiffre d'affaires est croissant. Il double entre le début et la fin de la décennie. On passe de 48 millions d'euros en 2010 à 108 millions d'euros en 2021. Interviewé par le Journal des Arts, Yves Bernard Deby, qui est avocat et directeur général par intérim de Parcours des Mondes, explique que la question des restitutions n'a eu aucune influence sur le marché. Et alors justement, en matière de restitution et en matière d'actualité cette semaine, on se tourne vers les États-Unis à présent, Sybille. Oui, c'est la justice new-yorkaise qui a restitué mardi dernier à l'Italie 58 œuvres d'art qui ont été pillées et volées d'une valeur de 18 millions de dollars. Dans un communiqué, le procureur du district de Manhattan, qui s'appelle Alvin Bragg, a expliqué que les œuvres ont été vendues par 4 trafiquants italiens et qui se sont retrouvés dans différentes collections, et notamment dans la collection de Michael Steinhardt, l'un des plus grands collectionneurs d'art ancien du monde, et qui a par ailleurs reçu la première interdiction à vie d'acquérir des antiquités. Et aussi 21 pièces ont été saisies au Metropolitan Museum of Art. Et alors justement, est-ce qu'il y a des pièces maîtresses qui ont été rapportées, Sybille? Oui, alors on retrouve la tête de marbre d'Athéna, une tête qui date de 200 ans avant Jésus-Christ. Cette pièce a été pillée dans un temple au centre de l'Italie et on la retrouve, elle a été achetée ensuite par le Met en 96 après être passée par différents pays. On retrouve aussi un calixe à fond blanc datant de 470 avant notre ère. Cette coupe était en fragments lorsqu'elle a été volée, du coup beaucoup plus facile. Ensuite, elle est passée par l'Italie, par la Suisse avant d'être achetée par le Met en 79. Et enfin, un buste en bronze d'un homme datant environ du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ. Et cette pièce aussi est passée par Paris puis la Suisse avant d'atteindre New York. Depuis sa création en 2017, l'unité du trafic d'antiquités qui a été créée par le district de Manhattan a restitué plus de 1900 antiquités évaluées à plus de 135 millions de dollars et restituées à 22 pays différents. Alors vous nous parliez de tasses à boire qui dataient de 470 avant notre ère. Je vous propose de faire un bond dans le temps et de parler un petit peu d'art numérique, Sybille, maintenant. Oui, puis je laisserai à ceux qui nous regardent se faire leur propre avis autour de cette histoire, parce que c'est une œuvre qui est totalement réalisée par une intelligence artificielle qui a remporté la première place lors d'un concours d'art organisé par la Colorado State Fair. Alors c'était quand même dans la catégorie art numérique. Le vainqueur, qui est Jason Allen, est un concepteur de jeux vidéo. Il a créé cette œuvre qui s'est intitulée Théâtre d'opéra spatial, et tout cela grâce à un système Mid-Journey, donc qui est capable de générer des images à partir d'instructions de texte écrites. Alors selon le New York Times, le créateur de l'œuvre aurait pourtant respecté les règles parce que les œuvres présentées devaient utiliser des technologies numériques dans le processus de création, mais bien sûr cette récompense a fait se lever énormément d'artistes mécontents qui critiquent cette façon de faire.
En tout cas, la foire du Colorado se réjouit sur Twitter. Nous pensons que cela suscite d'excellents d'échanges avec les avancées technologiques. La discussion sur l'IA et l'art aide la foire à évoluer d'année en année. Et ben voilà un questionnement qu'on va pouvoir avoir avec nos différents invités dans l'art à la une l'interview. Nous avons justement le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine et dans l'art à la une avec vous, Sybille Nicolas Logero Lasserre. Bonjour Nicolas Logero Lasserre. Bonjour Sybille, bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur de l'ICAR. Alors l'ICAR, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'école de management de la culture et du marché de l'art. Bon, la transition est toute trouvée. Pour la première question qu'on a envie de vous poser, on entend beaucoup parler d'art numérique, de NFT. Est-ce que c'est là des choses, des thématiques qui vous semblent indispensables à intégrer dans un cursus d'apprentissage, par exemple? Oui, et évidemment, et on l'a fait rapidement, et on l'a fait aussi avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de prudence, puisque très corrélé à l'émergence de l'art numérique et des NFT art. Bien sûr. Il y a vraiment toujours de la spéculation, donc on voit bien que c'est un marché très fragile, très corrélé à la valeur des cryptos. Quand les crypto-monnaies se sont effondrées il y a quelques mois, on a vu que les NFT art, leur valeur est tombée également. Donc voilà, à la fois de l'intérêt, on regarde ce qui se passe, en même temps de la prudence. Il faut un peu de temps pour appréhender, pour avoir du recul et appréhender ce qui... Pour pas tomber dans un effet de mode. Exactement, c'est ça. Et puis parce que dans les NFT, si vous voulez, on peut partir de vignettes et de petits singes qui ont peut-être une valeur artistique proche de zéro, jusqu'à de vrais travaux. Et j'ai envie de citer ne serait-ce qu'un collectif, c'est le fameux collectif Obvious. Ce sont les premiers Français à avoir justement travaillé avec de l'intelligence artificielle il y a déjà 4-5 ans. Et là, on est dans une vraie démarche artistique construite qui prend du temps. L'art, c'est aussi prendre le temps de faire les choses. Si vous voulez, l'aspect spéculatif de l'art, c'est pas l'aspect le plus intéressant, c'est peut-être le moins intéressant. C'est formidable quand un artiste qui est génial prend de la valeur, mais si c'est la seule obsession, vous comprenez, on est dans la finance, on n'est plus dans l'art. Bien sûr. Donc voilà. Mais toutes ces tendances, alors comment vous les regardez et comment vous arrivez à les insérer dans un cursus de formation ? Eh bien, tout simplement par des intervenants. Le propre de nos écoles, l'ICAR aujourd'hui, c'est 1 millier d'étudiants en France, à Paris, Bordeaux, Lyon et Lille. Et donc, nous avons 350 intervenants dans chacune de ces villes. Eh bien, on insère ces contenus par des professionnels spécialistes, justement, des curateurs, des spécialistes de départements de maisons de vente aux enchères sur ces questions, qui viennent transmettre leur passion et enseigner leur discipline auprès de nos étudiants. Créer un nouveau module. Exactement, on a créé des nouveaux modules, un peu comme c'est le cas sur les questions de sens et d'écologie, avec un garçon par exemple qui s'appelle Samuel Valency, qui est un des si vous voulez, créateurs du Shift Project, qui a fait Décarbonons la culture. Voilà, sur toutes ces questions nouvelles, importantes, on doit être au rendez-vous. D'autant plus importante que la question du sens sur cette génération qui est passionnante, qui vit dans un monde particulier, on voit avec beaucoup de détresse psychologique, de questionnement. On doit lui amener des réponses, on doit amener des clés. Et les clés qu'on décide d'amener, c'est celles de donner du sens. Et effectivement, les questions d'écologie, ça donne du sens, de comment se positionner aujourd'hui pour sauver notre planète. Et ça va s'intégrer même dans des cursus d'apprentissage sur le marché de l'art, par exemple. Absolument, absolument. Je vous dis, Samuel Valency, Décarbonons la culture, c'est vraiment cette idée-là de l'empreinte carbone aujourd'hui des foires d'art contemporain. Quand les gens traversent la planète pour aller participer à une foire ou monter un stand dans une galerie, ça laisse une empreinte très importante. Comment on peut faire mieux, comment on peut améliorer. On a vu à Paris cette année, dont c'était le point le plus important. Et là, par exemple, aujourd'hui, il y a une élève ou un élève qui rentre en première année, il va faire ses 5 ans de cursus. Comment vous voyez le marché de l'art dans 5 ans et comment le ou la préparer à ce marché ? Absolument. Ce que vous dites, merci pour cette question qui est assez essentielle. En tout cas, 2 points. Le premier, c'est que pour travailler dans l'art, pour travailler dans le marché de l'art, il faut bien connaître l'histoire de l'art. Parce que les artistes d'aujourd'hui, les artistes contemporains, les artistes autour du numérique, s'inspirent de la génération précédente et de l'histoire de l'art, qui est le reflet de l'histoire de l'humanité, du paléolithique à aujourd'hui. Donc voilà, première étape, une formation solide, un corpus solide en histoire de l'art. C'est ça, déjà, le premier socle pour une étudiante ou un étudiant qui va rentrer au fil du bachelor, au fil des premières années. Et ensuite, en complément de cette formation, de cette culture générale,
on va doter d'outils parce qu'on le voit aujourd'hui, et d'autant plus dans le numérique, il faut être très agile et que les qualités, les outils aujourd'hui délivrés dans les écoles de commerce sont indispensables dans notre milieu. On parle de quoi, Nicolas? Marketing, gestion, Bien sûr, communication, management, droit. Voilà. Donc voilà un peu la double mission de l'école, à la fois une culture générale, des connaissances et en même temps des compétences concrètes, des outils pour venir délivrer et être efficace dans ce milieu. Et peut-être, si vous me permettez, je rajoute une petite chose qui est au cœur de la pédagogie, c'est le montage d'événements. Dans notre secteur, tout est événement, les maisons de vente aux enchères, les ventes aux enchères sont des événements à monter, les foires sont des événements, le spectacle vivant, une pièce de théâtre, le festival d'Avignon, tout est événement. Et donc, chaque année, dans notre école, partout en France, les étudiants montent un événement d'une vente aux enchères caritative au profit du musée en herbe, ce musée pour les enfants à Paris, jusqu'à, si vous voulez, un café-concert, jusqu'à l'organisation d'une exposition. Voilà, chaque année, ils montent un événement, voilà, pour parfaire un peu la pédagogie de l'école. Et parce que quels seront les nouveaux métiers dans 5 ans, peut-être qu'on ne prononçait même pas leur fonction il y a 2 ans? Est-ce que vous arrivez quand même à... Oui, je compléterai la question avec une question un peu provocatrice. Si je vous dis le futur du marché de l'art, c'est les NFT, c'est quelque chose que vous entendez souvent, par exemple, chez vos étudiants ou pas forcément? Oui, en tout cas, pour leur génération, c'est le cas. D'accord. Ils s'intéressent beaucoup à ça, beaucoup plus que ma génération, où on a encore le désir d'avoir une œuvre physique. Bien sûr, oui. Et de l'exposer chez soi, de vivre avec physiquement. Eux ont franchi cette étape. Donc, peut-être, oui, que l'avenir du marché de l'art est en partie sur les NFT art. Probablement. Donc ça fait partie effectivement des enseignements qu'on transfère. Mais pour revenir à la question, l'idée, là encore une fois, c'est vraiment de réfléchir à cette génération, à cette vision de la société et de vraiment donner du sens. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, cette génération n'a plus envie de travailler de la même façon que nous. Et on l'entend, on parle de grandes démissions, bien sûr, de secteurs entiers qui sont... Et la culture n'est pas épargnée. Oui. Juste une petite info, à l'instant où on se parle, il y a un outil à l'ICAR qui permet aux entreprises de déposer les stages. À la minute où on se parle, j'ai une centaine d'offres de gens qui m'appellent, que j'ai tous les jours en ligne, qui cherchent des stagiaires pour les aider. Je n'ai plus que 10 étudiants disponibles. C'est du jamais vu. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de stagiaires aujourd'hui qui sont intéressés par leur activité? Tous mes étudiants, là, ont trouvé des stages et j'ai une demande encore énorme, exactement. Dans notre secteur, il y a une pénurie aussi. C'est vrai que c'est pas ce qu'on entend d'habitude. Eh bien, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai moi-même jamais tenu ce discours. Bien sûr. La culture, il y a toujours ce cliché, cette idée reçue de se dire, oh là là, est-ce qu'on va trouver un job? Mais je vous le dis, il y a une pénurie dans notre secteur. Et je rebondis là-dessus et sur ce que vous nous disiez totalement sur le fait d'intégrer des cursus parfois plus liés à la transition énergétique ou écologique au sein de l'ICAR. Est-ce que vous voyez, vous parliez de grandes démissions, comme dans des entreprises plus traditionnelles, un peu plus d'exigence vis-à-vis des étudiants en disant bah tiens, telle galerie, j'ai pas forcément envie d'y aller, telle entreprise, j'ai pas forcément envie d'y aller parce que justement, c'est pas en phase avec mes valeurs? C'est exactement ce que je voulais exprimer. Avant, les entreprises choisissaient leurs candidats. Je vous assure qu'on a une inversion. C'est frappant, hein. C'est là, c'est post-Covid, c'est maintenant qu'on vit ça. C'est stupéfiant pour nous. Mais c'est l'inverse qui est en train de s'opérer. Il y a 3-4 offres pour un étudiant disponible. C'est lui qui a la main. Hier encore, j'avais une productrice sur une chaîne importante qui cherchait quelqu'un pour l'assister, y compris avec des voyages à l'étranger. Et au fur et à mesure qu'elle appelait les candidats, ils avaient déjà trouvé. Enfin, c'est les étudiants aujourd'hui qui choisissent leur mission, leur job ou leur stage. On va voir comment ça va évoluer dans les mois et les années qui viennent. Bien sûr, ouais. Mais c'est quand même un phénomène marquant. Sybille, vous avez raison, c'était pas commun dans le secteur culturel. C'est le cas aujourd'hui. Donc, écoutez, voilà, on accompagne aussi ce mouvement-là d'accompagner l'évolution du marché et c'est au marché du coup aussi de s'adapter à une nouvelle génération. Oui. Et des questions, là aussi, je vais au bout, stupéfiantes qu'on n'entendait pas de responsables de galeries. Mais personne ne veut venir chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux attirer cette génération? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, justement? Alors, ce qu'elles peuvent faire, c'est déjà, il faut éviter le bashing, ce bashing anti-jeune qui est très facile. On se dit, oh, plus personne veut travailler, etc. C'est un peu court. Il faut essayer de comprendre que cette génération a face à elle des enjeux quand même considérables que nous n'avions pas, nous, il y a quelques années.
on le disait, la question d'un monde fini, la question de ressources naturelles finies, et donc l'idée de réinventer des modèles, ça c'est marquant. La tension géopolitique aussi, c'est très marquant. Donc comment on réinvente le modèle, comment on donne plus de sens. Je reviens sur le sens. Et pardon, j'ai pas toutes les réponses. Bien sûr. Non, mais en tout cas, vous avez les questions. Vous faites l'écho des questions. On les vit tous ensemble. Mais le sens, je crois que c'est ça la clé. Donner du sens à ce qu'on fait dans un monde aujourd'hui global. Je crois que c'est ça l'idée. Et ben on finira là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Logero-Lasserre d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc vous êtes directeur de l'ICAR. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également Sybilla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.